santé de la France, ça, il n'y a pas photo, comme on dit les jeunes maintenant. J'ai peut-être un peu moins d'humour que vous, et en plus, le thème que l'on m'a demandé de présenter ici prête pas toujours à sourire, puisqu'on va parler de chiffres, on va parler d'état des lieux, on va parler de perspectives, on va parler de stratégies qui s'établissent dans des conférences, dans des réunions de bureaux, parfois, faut le dire, un peu coupées des réalités du terrain, mais qui actuellement sont le paysage tel qu'il existe en matière de santé mondiale. Vous voyez dans mon intitulé que j'ai mis, non pas pour faire le malin, mais Sénégal, Mauritanie, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Cap-Vert et Sierra Leone, je suis en fait le seul en matière de santé au ministère des Affaires étrangères sur le terrain pour travailler sur tous ces pays. Donc un monde que vous avez connu avec une présence physique importante, des moyens, ce monde a changé, et donc ce dont je vais parler, c'est souvent une connaissance parfois académique et pas suffisamment de terrain comme nos prédécesseurs et vous-même avez pu le faire, et ça c'est peut-être un des facteurs qui doit être pris en compte sur comment finalement se décident actuellement les stratégies en matière de santé mondiale. Néanmoins, où est-ce qu'on est, quelle est la présentation que je vais vous faire donc va être un cadre une présentation rapide de l'aide publique au développement et ce qui la sous-tend, quelques caractéristiques en matière de santé, où en est la France avec une stratégie qui vient d'être élaborée et que le nouveau gouvernement ou le nouveau ministère devra endosser pour qu'on la mette avec un plan d'action réaliste, et 2 ou 3 initiatives particulières de la France qui montrent que nous avons encore une capacité d'innovation. Mais aujourd'hui, c'est l'agenda 2030 qui nous guide, les objectifs de développement durable. Donc vous voyez que 12 sur 17 concernent la santé. Donc la santé devrait avoir une place centrale et toujours dominante, et il n'en est rien, parce que même si ces objectifs sont pour lutter contre la pauvreté et avoir du développement durable où la santé a toute sa place, on voit que ce n'est pas toujours le cas et que la santé reste un parent un peu pauvre du développement. En matière de France, nous avons un comité interministériel qui, le 30 novembre dernier, il n'y a pas si longtemps, a fixé 5 grands objectifs. Et vous voyez que ce sont quand même des objectifs extrêmement théoriques qui vont dans le sens de ce qu'il faut faire, bien sûr. Adapter la politique, c'est la moindre des choses. Accroître les moyens financiers, vous allez voir qu'il y a de la marge de manœuvre. Moderniser les instruments d'intervention, bien sûr, ça change et il faut introduire avec les nouvelles technologies, avec des capacités de se produire ou de parler d'une partie du monde à l'autre en direct. Donc il peut y avoir des choses qui bougent. Mobiliser tous les acteurs au service du développement, on l'a vu ce matin, des partenaires nouveaux viennent, et donc là aussi, que ce soit des partenaires financiers, mais des partenaires techniques, les ONG sont de plus en plus professionnels, les fondations occupent une place importante, donc il y a des acteurs qu'il faut intégrer, et tout ceci, bien sûr, doit se faire dans un cadre transparent et de redevabilité, c'est la moindre des choses, on l'a vu dans des événements récents. Qu'est-ce qu'il faut retenir du CICID? Alors, Monsieur Gentilini, vous parliez de l'Afrique, ne figurait pas dans l'intitulé du gouvernement, mais néanmoins, l'orientation prioritaire, c'est l'Afrique. Donc, l'aide publique au développement doit y consacrer au moins 20 milliards entre 2014 et 2018. Comme vous voyez qu'ils ont fait la réunion en fin 2016, ça devrait apporter en 2017 et 2018 des sommes considérables, parce que nous sommes loin de ces 20 milliards, qui ne concernent pas tous la santé, malheureusement. Et 75% de l'effort de l'État doit se faire en subvention et en prêt souverain, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de renforcer tous les services publics. Une liste de pays prioritaires a été définie, et vous voyez que dans ces pays prioritaires, c'est essentiel, c'est l'Afrique. Donc il n'y a pas, c'est l'Afrique et l'Afrique francophone. Il y a une concentration de notre intervention sur les pays francophones. Des pays, le Ghana est la seule exception. Mais c'est parce qu'il a des charges de maladie et un indice de pauvreté qui sont encore importants. Et vous voyez que des pays importants, comme la Côte d'Ivoire, ne figurent pas parmi les pays prioritaires. Le degré de développement des pays fait que certains, finalement, sortent du cadre d'intervention. En matière de santé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce CICID
Malheureusement, excusez-moi de parfois utiliser ces termes pour le ministère qui m'emploie, mais là je pense qu'il a été obligé de marquer un certain nombre de choses parce qu'il fallait pas revenir en arrière. Et donc l'effort exceptionnel qui a été consacré à la lutte contre les trois pandémies, tuberculose, sida et paludisme, le CICID a vraiment marqué qu'il fallait maintenir cet effort parce qu'il y avait des risques que ça diminue. Et le deuxième objectif, c'est qu'il faut maintenir l'effort, mais il faut honorer ce qui a été pris. Vous allez voir dans les chiffres qu'on a parfois quelques difficultés. Et la dernière recommandation du CICID, c'était d'adopter une nouvelle stratégie où on a mis on a mis qu'il fallait renforcer les systèmes de santé et la couverture santé universelle comme des points phares. Les maladies non transmissibles et la sécurité sanitaire, on en a parlé, mais vous voyez aussi que la coopération avec les établissements d'outre-mer est un point important et on verra que dans les transferts financiers, cette décision pèse beaucoup. L'aide publique au développement. Si je dois parler de l'aide publique en santé, je dois parler du total de l'aide publique au développement parce que c'est quand même là qu'on puise notre intervention. 8 milliards d'euros en 2015. Ça paraît magnifique comme cela, mais il faut dire qu'entre 2014 et 2015, nous avons perdu une place, puisque c'est le Japon qui nous est passé devant. Donc on n'est pas dans une phase très dynamique, et vous voyez qu'avec le taux de 0,37%, on est loin de l'objectif de 0,7%, et surtout on voit qu'il y a une certaine diminution, puisqu'en 2010 c'était 0,5%. Un autre chiffre qui est malheureusement très parlant, c'est qu'en 2010, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient au même niveau de 9 milliards d'euros. Nos deux pays européens sont passés à 16 milliards, presque 17 pour le Royaume-Uni. Donc là, vous voyez qu'il y a une diminution de l'aide publique totale qu'il convient vraiment d'endiguer. Et le nouveau président, dans son programme, a dit qu'il allait arriver à cet objectif de 0,7%. Donc on ne peut qu'espérer que tous ces engagements seront tenus. Il y en a beaucoup, mais celui-là, bien sûr, sera pour nous déterminant. Néanmoins, et je l'ai mis en italique, on voit aussi que dans la répartition de la charge mondiale, la France ne peut pas tout faire et que malgré cette diminution, nous voyons que par rapport à notre richesse nationale, nous tenons notre rang. Alors ça, c'est facile à dire comme cela, mais c'est quand même un argument pour montrer que malgré tout, l'objectif de solidarité n'est pas absent. Il faudra faire plus, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas être au niveau où on devrait être. C'est peut-être un peu politiquement correct de la part du représentant du ministère, mais on est obligé de le signaler. Quels sont les canaux de l'aide publique au développement? Là, on a une orientation qui est bien sûr nouvelle, c'est-à-dire que ceux qui étaient jusqu'aux années 2000, le bilatéral était prépondérant. Maintenant, l'aide bilatérale totale se répartit en 60% pour le bilatéral et 40% pour le multilatéral. Et dans le multilatéral, il y a une répartition pratiquement égale entre ce qu'on donne à l'Union européenne et aux autres organisations multilatérales. Vous verrez qu'en matière de santé, ce n'est pas tout à fait la même chose. La destination géographique, l'Afrique est toujours le premier bénéficiaire de notre aide, mais il faut noter encore, malheureusement, j'emploie plusieurs fois cette verbe, malheureusement, il y a aussi une baisse de l'intervention en Afrique, puisque vous voyez c'était jusqu'à 55% en 2011 et qu'on a diminué à 44%, c'est-à-dire une différence quand même significative. L'aide bilatérale en santé. Je vous inflige un petit tableau pour vous montrer combien il n'y a pas de prévisibilité et la grande variabilité. Pourquoi cette grande variabilité? C'est parce qu'il y a des années où on introduit des remises de dettes qui permettent d'obtenir des pics, comme en 2010 ou en 2014, et que les autres années sont un peu moins riches. Et une fois que ces remises de dettes ont été absorbées, évidemment, elles n'ont plus le même impact dans les chiffres, même si sur le terrain, ça continue d'être le développement d'activités. Mais vous voyez que quand même la part de l'APD bilatérale française santé, en 2015, c'était 2% de l'aide bilatérale totale. Donc c'est quand même extrêmement faible et qu'il y a donc, je le disais tout à l'heure, des démarches de progression. L'AFD est responsable de l'exécution de l'essentiel de l'aide bilatérale.
Et vous voyez que les chiffres finalement reposent à peu près sur ces 100 à 150 millions d'euros par an, puisque que ce soit entre 2007 et 2012 ou dans la période 2012-2014, on est à peu près sur ces chiffres-là. Vous voyez aussi que la subvention Muskoka a permis à l'AFD d'augmenter sensiblement ses interventions et surtout de rester dans le paysage bilatéral santé. On peut se demander s'il n'y avait pas eu cette intervention Muskoka, dont je parlerai un peu plus tard, si notre place en santé serait bilatérale, serait toujours là. Un petit graphique pour montrer finalement que les interventions de l'AFD, vous voyez où ça va l'essentiel, c'est à Outre-mer. Même si l'Afrique est le deuxième poste et que le terme de ce qui est en orange, les 170 millions sont les dons directement, vous voyez quand même que la part de l'AFD, une immense partie du travail de l'AFD en matière de santé, c'est vers les départements, c'est vers l'outre-mer, les départements français extérieurs. L'aide par le canal multilatéral de la France, en matière, si au total c'est 40%, et vous voyez que les plus grandes contributions en 2015, qui représentent 77% du total, ce sont d'abord l'aide européenne hors Fed et puis l'aide pour le Fed. Vous voyez qu'en troisième position, c'est le fonds à la Banque mondiale, et en quatrième, le Fonds mondial de lutte contre sida, tuberculose et paludisme. Vous constaterez que l'engagement qui était de 360 millions d'euros n'a pas été tenu en 2014, qu'on a fait glisser une partie de ce financement, et donc que ces 360 millions devraient être, puisque c'était un engagement sur 3 ans, ça n'a pas été tenu pour la première année, il doit y avoir une rectification et un retard, mais je ne doute pas que nos collègues de Bercy vont être très difficiles à mobiliser pour trouver 40 millions d'euros supplémentaires. Néanmoins, l'engagement, puisque le CICID l'a dit, on revient aux premières diapositives, nos engagements devront être tenus. Parmi le canal multilatéral, il y a deux autres interventions. C'est ce qui est donné à United. United, lui, bénéficie d'un financement particulier puisqu'il c'est à partir de la taxe sur les billets d'avion qu'il trouve son financement pour une grande partie de ces 100 millions. Et nous restons le deuxième contributeur de l'United. Je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, que nous sommes le deuxième contributeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose et paludisme depuis le début, un fonds dont nous avions d'ailleurs participé grandement à sa création et à son installation. 80 millions d'euros supplémentaires pour Gavi, qui est une alliance globale pour la vaccination, donc qui permet d'introduire de nouveaux vaccins et qui a quand même, du point de vue de la vaccination, malgré des hauts et des bas certaines années, on a quand même maintenant un nombre de vaccins qui a sensiblement augmenté en Afrique pour les enfants, et la France y a contribué parce que cette contribution aujourd'hui de 80 millions à Gavi, elle est par un mécanisme extrêmement curieux qui a permis à Gavi de lever beaucoup d'argent pendant les 10 années précédentes, et nous contribuons maintenant au remboursement de ces prêts. Donc un bilan rapide de l'APD en matière de santé, je le répète, vous voyez 12 des objectifs de développement durable concernent la santé et on voit qu'il y a une diminution. On aurait pu montrer certaines courbes qui montrent qu'il y a une stagnation de l'aide publique au développement en matière de santé, tous pays confondus, et que s'il n'y avait pas les initiatives multilatérales, il y aurait une baisse assez sensible. La part de l'APD en santé représente 9 à 11% du total. Rappelez-vous, le chiffre de 2%, c'était que pour le bilatéral, donc le multilatéral nous permet de monter presque à la barre de 10%, mais nous reconnaissons tous que c'est insuffisant. Et en plus, cette APD est très fluctuante d'une année à l'autre et va donc à l'encontre de la déclaration de Paris, où nous nous étions engagés à avoir davantage de prévisibilité pour permettre aux pays de savoir vraiment où ils allaient et mettre des plans à long terme. Vous voyez que nous avons du mal à tenir Et pour finir, 60% de notre aide publique au développement passe par le canal multilatéral. Donc tout ça pour arriver finalement à une stratégie qui a été révisée et pour les années à venir, 2017-2021.
Cette stratégie est un texte qui a été adopté par le précédent cabinet du ministère des Affaires étrangères. Donc maintenant, je l'ai dit déjà tout à l'heure, il faut qu'il soit transformé en plan d'action. Et donc ça devrait permettre à la nouvelle équipe ministérielle de montrer que vraiment elle souhaite s'engager sur cette voie. Parce que il y a des grands défis, hein, l'ambition est la palissade, il y a vraiment des grands défis à relever et nous avons des valeurs et des valeurs et des atouts que nous pouvons défendre et sur lesquels parfois nous sommes attendus. Et c'est bien sûr ici à une réunion conjointe d'académies de médecine francophone, je suis sûr que l'attente est grande, l'attente des Français pour intervenir et faire en sorte que notre savoir-faire soit utilisé, et attente de nos collègues africains pour avoir des atouts, des arguments supplémentaires pour lutter contre toutes les maladies qui se développent et que l'on pourrait parfois réduire. Le constat, c'est que malgré les progrès incontestables qu'il y a, il demeure quand même de très grandes inégalités sociales et territoriales. Et là, on insiste justement, et c'est peut-être encore une marque de la France, par rapport aux inégalités sociales. Nous avons en matière de santé une approche par le droit, et nous travaillons donc pour que toutes les minorités, quelles qu'elles soient, par la pauvreté, par des orientations religieuses, sexuelles ou par des handicaps, ne soient pas des oubliés ou des laissés pour compte dans les stratégies. Si les nouveaux défis de la santé mondiale, c'est dépasser bien sûr les maladies infectieuses. Le professeur Bricaire en a parlé ce matin, il y a eu beaucoup de succès et il y a une réduction, mais malheureusement la place des maladies non transmissibles est en train de monter pour diverses raisons, des raisons qui s'expliquent par des changements de style de vie, mais des raisons sur lesquelles, on l'a dit, de génétique, ou en tout cas de modification génétique, sur lesquelles il sera plus difficile d'intervenir et qui montrent et qui nous disent que nous avons une tâche devant nous peut-être encore plus considérable que ce que nous pensions. La formule de dire que la santé est un bien public mondial devrait nous permettre une intervention et une globalisation, enfin en tout cas de mobiliser davantage de fonds. Donc espérons que ça sera le cas. Sur l'action de la France, donc intègre tout cela et finalement va s'articuler autour de 4 priorités: renforcement des systèmes de santé, renforcer la sécurité sanitaire, promouvoir la santé des populations et promouvoir l'expertise, la formation et la recherche et l'innovation française. Je vais vous faire juste un petit commentaire sur chacun de ces 4 priorités. Tout d'abord, c'est des systèmes de santé accessibles. Bien sûr, il faut qu'ils soient accessibles géographiquement, mais accessibles financièrement, et les stratégies actuellement de couverture sanitaire universelle ou couverture maladie universelle selon les pays travaillent sur cette accessibilité. Accessibilité pour tous, des services pérennes et résilients. Ça paraît de soi qu'on ne doit pas mettre en place quelque chose qui ne pourra pas s'inscrire dans la durée, mais l'insistance, c'est aussi de dire qu'il faut une qualité des services et qu'au-delà d'une couverture géographique sans qualité, on n'atteindra pas de nos objectifs. Et pour cela, donc, il faudra associer l'intégration entre maladies non transmissibles et maladies transmissibles. Il n'y a pas d'opposition entre elles, il doit y avoir complémentarité pour que tous les services soient développés dans les formations sanitaires, quel que soit leur niveau. La sécurité sanitaire au niveau international, l'épidémie Ebola, dont je ne parlerai pas, a quand même montré qu'il y avait des enjeux de sécurité sanitaire et que là, pour le coup, des moyens pouvaient être très rapidement dégagés pour lutter. Mais ceci doit se faire vraiment dans la promotion du règlement sanitaire international, pour lequel nos collègues du ministère de la Santé ont beaucoup travaillé avec l'OMS, et une base de l'application du règlement sanitaire international se trouve à Lyon. Donc vous voyez la correspondance entre l'intervention française et l'OMS dans ce domaine. Renforcer l'action de l'Union européenne en matière de sécurité sanitaire internationale. Nous avons parfois quelques soucis à engager une dynamique où certains pays jouent un peu personnel et d'autres jouent pas personnel, ils ferment les yeux carrément, et l'aide de l'Union européenne en matière de santé repose que sur peu de pays en fait, à part la France, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne et l'ex-Benelux, les autres pays ont quasiment interrompu leur aide publique en matière de santé, et même là, quand on est dans un enjeu qui les concerne directement. Un point sur la sécurité sanitaire, puisqu'on a mis à ce niveau-là, et professeur Gentilini, je pense que ça vous fera plaisir de voir que nous n'avons pas accès, ou pas oublié l'accès aux produits essentiels en santé publique, qui veut dire des produits de qualité, qui veut dire de lutter contre les contrefaçons, qui veut dire de lutter contre tous ces réseaux qui introduisent des médicaments de mauvaise qualité et qui quand même coûtent cher pour les populations. Donc nous n'avons pas oublié cet aspect, j'espère que vous le reconnaîtrez, même si vous ne reconnaissez pas tous les efforts que nous faisons avec les moyens qu'on nous donne. Les deux dernières priorités, c'est promouvoir la santé des populations et de l'innovation. Donc là, c'est vraiment de mettre que la santé maternelle et infantile est maintenant élargie à toute la santé de la reproduction et qui inclut les adolescents et les personnes, et les jeunes et les personnes en situation de vulnérabilité, parce que là, il y a vraiment une marge de progression énorme. Tous les pays de la région voient des taux de mortalité maternelle et parfois infantile, mais c'est surtout maternelle qui sont vraiment au-delà de ce qui est tolérable en 2017. Il faut qu'il y ait une action importante et c'est sur cette priorité que nous travaillons. Et enfin, la dernière qui est de rappeler que nous avons une expertise dans tous les domaines, mais notamment dans les domaines de la formation, de la recherche, et que l'attractivité doit être un des enjeux de notre action à l'international. Je vais terminer en montrant trois innovations qui ont contribué à maintenir la place de la France dans le paysage de l'aide au développement en matière de santé. Le premier, c'est l'initiative 5%. Je l'ai dit, la France donne 360 millions d'euros au Fonds mondial. Deuxième contributeur si on prend la totalité de ce qui a déjà été versé, mais on s'est rendu compte qu'il serait souhaitable qu'une partie soit gérée directement bilatérale. Alors c'est un peu cocasse de voir que d'un côté on fait la promotion du multilatéral et puis qu'on dit qu'il faut peut-être en garder une partie à gérer nous-mêmes. Le professeur Doudouba est là, il sait combien donc cette initiative a permis aux pays éligibles de les appuyer dans les phases d'élaboration et de mise en œuvre des programmes du Fonds mondial. Nous avons une grande initiative, extrêmement louable, le Fonds mondial, mais qui est quand même caractérisée par un carcan administratif extrêmement pesant, et il est parfois intéressant d'avoir des experts qui ont géré les problèmes dans d'autres pays et qui viennent appuyer les pays qui le demandent pour une meilleure exécution. En même temps qu'il y a cet appui technique, il y a la possibilité de développer des projets démonstratifs de stratégie qui pourront être repris au niveau national. Ici au Sénégal, grâce à ce financement, on a pu montrer qu'il y avait une problématique très particulière en matière de sida pour les populations handicapées. Et à partir d'une étude faite en Casamance, grâce à ce financement de l'initiative 5%, cette dimension est maintenant reprise dans le projet qui a été soumis au Fonds mondial. Donc c'est ce qui est vraiment un exemple à montrer. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je vais rester sur celui du Sénégal. Mais nous avons là un outil qui nous permet de faire ce qu'on faisait dans les années précédentes, puisque posons un petit cocorico, une bonne partie des stratégies qui sont appliquées en matière de sida, de tuberculose et de paludisme sont quand même le fruit de la recherche française et le fruit du travail de certains d'entre vous dans la salle, il faut le rappeler. Et c'est avec le canal 2 de l'initiative, nous avons voulu restaurer cette possibilité d'avoir des impulsions aux programmes qui sont financés par ces grands outils. La part de 5% va être augmentée, c'est un engagement de la précédente équipe et je ne doute pas qu'elle sera tenue, mais globalement ça ne change pas grand-chose puisque c'est un pourcentage des 360 millions, les 360 millions ne sont pas augmentés, c'est pas 5% en plus qui s'est géré en bilatéral, c'est 5% inclus dans la subvention. Le Fonds français Muskoka, une autre initiative intéressante là pour la manière dont elle a été conduite. La France a décidé lors du sommet de Muskoka de participer à l'augmentation des moyens pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
Mais plutôt que de créer un outil supplémentaire, nous avons estimé qu'il fallait travailler avec les agences des Nations Unies pour qu'elles aient des moyens de faire des actions immédiates. Ce sont des machines un peu lourdes, il y a souvent de grandes compétences, mais parfois, elles aussi, le carcan administratif leur pèse. Et donc là, grâce à l'initiative Muskoka, elles ont mis en place des plans d'action communs, 4 agences, l'OMS, l'UNICEF, le Fonds en matière de population et ONU Femmes sont associés pour pouvoir développer des actions à effet, à haut impact, comme on dit, mais surtout à effet le plus rapide possible et avoir des moyens qui sont disponibles immédiatement. Donc le Fonds Muskoka a permis cela et cette initiative est saluée comme finalement une avancée originale qui consiste à faire travailler les gens ensemble. Vous conviendrez que c'est un peu original de dire ça. Je terminerai par l'initiative Solidarité Santé Sahel, qui là est une initiative ciblée sur 4 pays, qui a l'originalité d'avoir des financements qui proviennent de la taxe sur les transactions financières qui a été instaurée en 2013. Donc vous voyez que les financements innovants, une partie est affectée à la santé. Et là, elle permet dans ces 4 pays d'améliorer l'accès financier aux soins des enfants, l'accès aux soins des enfants et des femmes enceintes en développant l'appui aux mutuelles, l'appui à certaines gratuités, l'exigence d'avoir des carnets de santé pour les enfants. Ça paraît là aussi en 2017, on en est encore là, les enfants n'ont pas de carnet de santé et n'ont pas d'état civil, c'est même ce que je veux dire en premier, donc on ne sait pas les trouver après dans les statistiques. Donc là nous avons une initiative qui permet une concentration géographique sur 4 pays où cette problématique est très importante. En guise de conclusion, je pense que nous sommes toujours très attendus en matière de santé du fait de notre passé commun. Ce matin, ça a été dit plusieurs fois et je ne vais donc pas le répéter, mais aussi par la qualité de notre système de santé que nous avons pu préserver. Je sais qu'il y a des difficultés et des tensions dans les hôpitaux français, mais néanmoins, aujourd'hui, quand quelqu'un est hospitalisé en France, faisons peut-être abstraction de certains problèmes d'empathie qui maintenant est dépassé au prix de tarification à l'acte qui fait passer la finance avant la personne, certes, mais quand même aujourd'hui, quelqu'un qui est hospitalisé en France, je pense qu'on essaie de lui donner les meilleurs soins possibles et en tout cas par rapport à ce qu'il a droit, que son État réclame et pas par rapport aux besoins qu'il a, c'est quand même à rappeler. Cette aide publique qui s'est orientée vers le multilatéral en matière de santé, mais qui est globalement en baisse. Et donc là, si nous voyons que nos collègues allemands et britanniques ont pu passer de 9 à 16 milliards, il n'y a pas de raison que la France ne fasse pas un effort important. Et donc là, nous aurions des marges de manœuvre qui permettraient de coller davantage aux objectifs de développement durable dont on a vu qu'ils étaient très importants. Néanmoins, il faut, si l'aide publique baisse, il y a d'autres acteurs émergents qui sont présents et qui interviennent en matière de santé. Et ça, il faut maintenant aussi voir comment cette stratégie que nous avons développée pourra prendre en compte toutes ces dynamiques pour répondre aux attentes de nos collègues africains qui, je sais, sont grandes et je formule tous les vœux que grâce aussi au travail de ce forum qui s'intéresse davantage aux sommités de la santé publique, nous pourrons contribuer à des plaidoyers efficaces pour remplir tous ces objectifs. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. J'espère avoir répondu à votre attente.